Je suis Claudia et vous écoutez Blackbird Tales. Bonjour à toutes et à tous, je suis Claudia et je suis très contente de vous accueillir dans ce premier épisode de Blackbird Tales, qui est un podcast que j'ai envie de réaliser depuis très très longtemps. Le thème de ce podcast, ça va être les mythes, les légendes, le folklore autour de la ville de Londres, qui est la ville dans laquelle j'habite, et dans laquelle aussi je découvre tous les jours de nouvelles histoires, de nouvelles légendes, etc. à raconter, que moi personnellement je n'ai jamais entendu en français. Donc je me suis dit, ça serait une super idée de partager ça dans le monde francophone, parce que ces histoires sont fascinantes, assez folles, et parce que j'adore en fait les histoires un petit peu de fantômes, etc. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour tout le monde. Aujourd'hui, il va être question du premier Jack à avoir terrifié les Londoniens, 50 ans avant son homonyme bien plus connu, Jack l'Éventreur. Je vais vous raconter l'histoire folle de Jack Talon à ressort, Spring-Heeled Jack en anglais, qui est un monstre qui aurait attaqué les Londoniens, et surtout les Londoniennes, pendant tout le 19e siècle. D'abord, plantons le décor. Notre histoire commence en 1838. Nous sommes au tout début de l'ère victorienne. Victoria vient d'être couronnée l'année précédente, elle a seulement 19 ans. C'est la révolution industrielle, et Londres grandit à vitesse grand V. Du coup, pour faire de la place pour les nouveaux habitants, on construit, on repousse les limites de la ville, et on engloutit les villages alentours. Ces gens qui, il y a 30 ans, vivaient en pleine cambrousse, se retrouvent absorbés par la plus grosse ville d'Europe, et ils emmènent avec eux leurs superstitions et leur folklore rural. Notre histoire commence avec une lettre anonyme qui atterrit dans les mains du Lord Maire de Londres. Cette lettre, que pourtant personne ne prend au sérieux, va déclencher une série de réactions qui fera entrer Jack Talon à ressort dans la légende. Cette lettre, elle provient d'un des villages qui se trouve désormais en périphérie de la ville, Peckham. Le Lord Maire de Londres ne cache d'ailleurs pas son mépris. Son boulot, c'est le business, les gros sous et le quartier des affaires, pas les inquiétudes des paysans. D'ailleurs, Peckham n'est pas du tout sa responsabilité. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, le Lord Maire de Londres, c'est pas le maire de Londres. Il s'agit du représentant élu chaque année des principales corporations de la City. Son rôle existe encore d'ailleurs, et c'est surtout un titre honorifique. Il est élu, on le met dans une calèche plaquée or, on le promène dans la City, et le reste de l'année, sa tâche, c'est principalement de serrer des mains et d'écouter les doléances de chacun. Pourtant, en 1838, Sir John Cowan, le Lord Maire élu cette année-là, se retrouve donc lors de sa session publique à discuter de cette lettre anonyme. Mais du coup, que contient donc cette lettre? Donc dans la lettre, en résumé, l'auteur affirme qu'un groupe de jeunes gens s'amuserait à s'introduire dans les maisons, déguisés en fantômes ou en diables, pour faire peur aux habitants. Selon l'auteur encore, l'histoire serait étouffée par les autorités car les coupables feraient partie de la haute aristocratie et auraient le bras long. Le but, c'est clairement d'attirer l'attention d'une figure d'autorité, en l'occurrence le Lord Maire, sur un problème négligé par tout le monde. Quand le Lord Maire lit la lettre, il s'attend à provoquer l'hilarité générale dans la salle. Mais il n'a pas vu venir deux éléments. D'abord, un homme dans le public se lève et déclare qu'en effet, une rumeur court au sud de Londres depuis plusieurs mois, et les domestiques se racontent des histoires d'attaques par des diables ou des fantômes assez régulièrement. L'autre conséquence que Sir John Cowan n'a pas prévue en lisant sa lettre, c'est que dans l'audience ce jour-là se tient un journaliste du Times, ce journal très respectable, à grand tirage, et il est très très intéressé par l'affaire. Le lendemain, un article paraît, rapidement repris par tous les journaux, chacun relayant la rumeur ou les propos d'une victime présumée. Et avec cette médiatisation, une foule de nouveaux témoignages va inonder les bureaux des journaux londoniens. Évidemment, les journaux gardent la tête froide, même si les témoignages relatent des attaques de fantômes, de monstres, d'ours, etc. Ils se contentent de rationaliser tout ça en expliquant qu'il s'agit sûrement de farceurs, genre de mauvaises blagues. Mais une fois recoupées, toutes ces histoires ont des traits communs. Des griffes, des grands yeux rouges,
et surtout une capacité hors du commun à sauter très haut, par-dessus des murs d'enceinte ou des clôtures. On le baptise donc Spring Hill Jack, Jack Talon à ressort. Pour l'instant, le monstre est insaisissable, mais le nom d'un suspect se murmure déjà. Il s'agit de Lord Henry Beresford, marquis de Waterford, alias le marquis fou. En même temps, sa réputation le précède. En effet, tout le monde se souvient encore quand l'année précédente, lui et ses compagnons tout aussi aristos et avinés que lui, ont mis à sac la ville de Melton Mowbray. Ils ont passé à tabac les forces de l'ordre et repeint la moitié de la ville en rouge, littéralement. Évidemment, au vu de son statut, lui et ses amis s'en sont sortis avec une tape sur les doigts, ce qui n'a pas manqué de choquer l'opinion publique. Cela ne l'a d'ailleurs pas calmé, parce que quelques mois plus tard, il faisait encore la une pour avoir provoqué une bagarre en Norvège. Il s'est fait rapatrier de toute urgence, après s'être pris un coup de Morgenstern sur la tête. Un Morgenstern est un instrument contondant d'origine allemande et qui se caractérise le plus souvent par une masse présentant des pointes ou des clous à son extrémité. Autant dire qu'en ce début 1838, tout le monde le regarde de travers. Car s'il y a bien un aristocrate dans le pays assez stupide pour faire ce genre de pari avec ses potes, c'est Henry Beresford. Mais personne n'a aucune preuve, donc en attendant, les Londoniens s'organisent. Des comités se créent avec pour but de démasquer les malfaiteurs. Le Lord Mayor reçoit, probablement à son grand étonnement, 35 livres en contribution pour des frais légaux potentiels. Donc 35 livres à l'époque, c'est quand même 4000 aujourd'hui. Mais l'affaire prend un tournant inattendu et beaucoup plus menaçant le 20 février 1838, deux mois plus tard, avec la première attaque qui implique la police. Jane Haslop est ce que l'on peut appeler une jeune fille de bonne famille. À 18 ans, elle vit chez ses parents sur Bearbinder Lane, à l'est de Londres. La famille Haslop habite dans un cottage isolé, perdu entre deux villages. Et ce soir-là, Jane et sa petite sœur Mary reçoivent la visite de leur sœur aînée, Mrs. Harrison, donc qu'on imagine qui est mariée et qui vit avec son mari. Il est 9h30 quand quelqu'un sonne vigoureusement la cloche du portail extérieur. Jane sort de la maison et trouve là une silhouette dans la pénombre, qui lui dit « Je suis policier, vite, apportez-moi une lampe, nous venons de capturer Jack Talon à ressort, nous le retenons un peu plus loin. » Alarmée, Jane se précipite à l'intérieur, attrape une chandelle et revient la donner au policier, qui s'en empare prestement. Soudain, il se débarrasse de la cape dans laquelle il est enveloppé, et à la lumière, Jane se rend compte avec horreur que la créature qui se tient en face d'elle n'est en aucun cas ce qu'elle prétend être. Au lieu de l'uniforme habituel de la police, son visiteur est vêtu d'une combinaison luisante, ses yeux sont rouges, et il se met soudain à cracher des flammes bleues et blanches. Puis il se précipite sur elle, l'attrape par la nuque, et avec des griffes métalliques, lui déchire ses vêtements. Criant et se débattant, Jane parvient à échapper au monstre assez longtemps pour courir vers la porte d'entrée. Malheureusement, Jack a le temps de la rattraper, lui griffant les bras et le cou. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvre à la volée, laissant apparaître la petite sœur de Jane, qui a entendu ses cris, et qui ne peut que regarder pétrifiée par la peur cette grande silhouette sombre traîner Jane vers le portail. Heureusement, Mrs. Harrison, la grande sœur venue passer la soirée, est sur les lieux. Alertée par les hurlements de Jane, qui est toujours aux prises avec le monstre, Mrs. Harrison arrive à la rescousse, attrape ses deux sœurs, se précipite à l'intérieur de la maison et ferme la porte derrière elle. Ouf! Mais Jack Talon à ressort ne s'en va pas pour autant. Il continue de frapper à la porte d'entrée pendant encore un bon moment, jusqu'à ce que Mrs. Harrison décide de monter à l'étage, d'ouvrir une fenêtre et d'appeler la police en hurlant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jack Talon à ressort s'éclipse dans la nuit. Le lendemain, la famille Haslop constate l'état de Jane, qui, outre le choc de l'agression, présente également des blessures. Mr. Haslop, son père, ne compte pas laisser le monstre qui a attaqué sa fille courir les rues, et le jour même, il se rend avec toute la famille au commissariat pour raconter l'histoire à la police. Je vais faire une petite pause ici pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux. Il y a un aspect qui est hyper intéressant avec cette histoire, c'est que Spring Hill Jack, il a à la fois existé, oui et non en fait. C'est pas seulement un fantôme, c'est pas seulement une légende. Il y a aussi des attaques qui ont vraiment eu lieu. Par exemple, celle-ci. C'est-à-dire celle-ci,
On n'a pas les archives de police, il me semble, mais on a tous les articles de journaux qui relatent l'affaire, on a les interviews des policiers qui ont mené l'enquête, qui ont été publiées moult fois. C'est vraiment quelque chose où on a des traces, on sait que Jenna Slop, elle a existé, et on sait que cette affaire, enfin cette attaque en tout cas, elle a vraiment eu lieu. Et je trouve que c'est un truc assez fascinant avec cette histoire, c'est que c'est censé être un fantôme, mais c'est pas complètement un fantôme parce qu'il a vraiment attaqué des gens, etc. Donc il est un petit peu entre les deux, Jack Talon à ressort, je trouve. Bref, fin de la parenthèse. L'affaire suscite l'indignation publique et les autorités la prennent très au sérieux. Difficile de faire passer les griffures sur les bras de Jane pour une superstition. Leur théorie, si l'attaque a bien eu lieu telle que décrite par les sœurs Haslop, l'apparence démoniaque de Jack est-elle due à la terreur de Jane? Une enquête est ouverte au commissariat de Lambeth Street et l'officier Lee est chargé de l'affaire. Lee, il a déjà une très bonne réputation. Considéré par certains comme le meilleur flic de son époque, il a fait ses armes avec les tout premiers policiers de la ville, les Bow Street Runners. Il a déjà connu un succès retentissant en arrêtant le coupable dans une affaire de meurtre qui avait fait grand bruit quelques années plus tôt. Et il a un peu la pression, Lee. C'est que cette attaque a déjà fait la une des journaux, et toute la population tremble. Jusqu'ici, on avait affaire à une rumeur peu tangible, des on-dit colportés par les domestiques. Aussi, des femmes qui se font attaquer dans les rues, dans la mentalité victorienne, c'est aussi un peu de leur faute. Ce sont probablement des filles légères qui se baladent en montrant leurs chevilles à tout le monde. Mais là, c'est différent. Jack vient chercher une jeune fille de classe moyenne dans son domicile, ça veut dire que personne n'est à l'abri. On fait comprendre à la police qu'il est temps de rapidement trouver un coupable. Malheureusement, une semaine plus tard, Jack frappe encore. Cette fois, Jack sévit dans le quartier de Limehouse, l'un des quartiers les plus malfamés de Londres. À la surpopulation et l'air vicié que l'on retrouve partout dans l'East End, s'ajoutent les docks et tout ce qu'ils apportent de personnages peu recommandables et de marchandises illégales. Jusqu'à récemment, on y pendait les pirates, bien en vue, le long du fleuve, pour donner un avant-goût de ce qui les attendait à ceux qui auraient tenté de revenir dans la capitale. Et c'est ici que l'on retrouve Lucy Scales, une autre jeune femme de 18 ans, qui vit dans le quartier. Ce 28 février 1838, 8 jours après l'agression de Jane Haslop, Lucy et sa grande sœur quittent le domicile de leur frère. Elles traversent Green Dragon Alley quand Lucy, qui marche devant sa sœur dans la ruelle étroite, aperçoit une silhouette tapie dans un recoin d'une porte. Elle n'a pas vraiment le temps de réagir quand Jack se révèle soudain, crachant des flammes bleues directement vers elle. La jeune femme s'effondre, absolument terrifiée. Sa sœur reste pétrifiée pendant un instant avant de lui porter secours. Jack, quant à lui, s'est empressé de se volatiliser avant l'arrivée du frère des deux jeunes femmes, qui accourt en reconnaissant les cris de ses sœurs de loin. Et plus tard, au commissariat de Lambeth Street, c'est le chaos. C'est qu'ils ont l'air fins, les policiers. En effet, l'un des inspecteurs a déclaré à peine une semaine plus tôt que Jack Talon à ressort ne risque pas de frapper 2 fois dans l'East End. C'est vrai que jusqu'ici, son terrain de chasse, c'était plutôt le sud. Le résultat est le même, en à peine 8 jours, 3 attaques. 3. Car oui, en plus des pauvres Jane Haslop et Lucy Scales, il a aussi terrorisé un jeune valet, un adolescent au service d'un gentilhomme résidant lui aussi dans l'East End. L'officier Lee est désormais l'officier préposé à Jack Talon à ressort et affilié. On lui a gentiment refilé le cas Scales, en plus du dossier Haslop dont il s'occupait déjà. C'est un peu un cadeau empoisonné, cette affaire. Déjà, les moyens dont il dispose sont limités. Les forces de police londoniennes sont à leur tout début, ils n'existent que depuis 9 ans à peine. On est loin des méthodes ultra développées d'aujourd'hui, il n'y a ni base de données, ni sciences forensiques, et on travaille à l'ancienne en coursant les bandits avec un gourdin et un sifflet. Pas terrible pour rattraper un démon réputé pour sauter par-dessus les immeubles. En plus de ça, l'affaire en elle-même est difficile à expliquer. Un monstre aux yeux rouges, aux grandes griffes, qui crache des boules de feu bleues, c'est un peu ridicule. Et pourtant, les victimes sont, elles, bien réelles. En outre, l'officier Lee est conscient que les 2 théories les plus rationnelles commencent à perdre toute crédibilité. Difficile de croire que des actes aussi violents réalisés par une créature aussi spécifique soient l'œuvre d'un groupe d'aristocrates à moitié sous.
Quant à ce qu'il avait affirmé à la famille Haslop, que l'apparence terrifiante de Jack devait être une conséquence du choc reçu par Jane, eh bien, il avait maintenant 4 témoins sur les bras qui racontaient la même histoire saugrenue de boules de feu. Jane, Lucy, la sœur de Lucy et le petit valet. À ce moment-là, Lee a 2 solutions en face de lui. Soit il s'agit bien d'un groupe humain, et les témoins sont victimes des mêmes hallucinations, soit il s'agit d'un démon, ou d'un fantôme. Parce qu'un homme qui crache des boules de feu, c'est impossible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ainsi que Lee se retrouve au Royal London Hospital afin de jouer à l'apprenti chimiste. Avec l'aide des médecins, il fait plusieurs expériences. Son but est de déterminer s'il est oui ou non possible de cracher du feu bleu. La conclusion surprend tout le monde. À l'aide d'une mixture à base de vin et de soufre, il est en effet possible de créer une substance inflammable qui aurait un effet similaire. Les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement, elles expliquent aussi pourquoi Jack a insisté pour que Jane lui emmène une lampe, probablement pour allumer son appareil. Ce qui signifie aussi que Jack est probablement une seule et même personne. Enfin, pour l'instant. La découverte de Lee finit en effet dans les journaux, et malgré les précautions prises par l'officier de ne pas divulguer la recette entière de la solution inflammable, des petits malins comblent vite les trous. Soudain, le peu de clarté que l'enquête avait réussi à apporter sur la situation va complètement disparaître et des tas de Jack talons à ressort vont pulluler partout dans le pays. En effet, même s'il est très possible que ces premières attaques soient le fait du même auteur, le reste de la carrière de Jack talons à ressort semble être l'œuvre d'imitateurs. Et quelques jours à peine après l'attaque de Lucy Scales, les premiers suspects se manifestent. Certains sont déjà interrogés par la police, d'autres se dénoncent eux-mêmes. Par exemple, au mois de mars, le Morning Herald rapporte qu'un homme est rentré la veille dans un pub, hurlant qu'il était Jack talons à ressort, avant d'attaquer la propriétaire des lieux avec une batte. Il la rate et il finit en cellule. On voit aussi les premiers Jack se retrouver au tribunal. Un jeune homme nommé James Painter se retrouve devant les magistrats après avoir fait peur à 2 femmes en se précipitant sur elles, sous un drap, avec un masque qui porte une fausse barbe. Il est condamné à payer une amende de 4 livres. Ce qui est quand même 400 livres aujourd'hui. Mais pour le policier James Lee, les vrais suspects sont 2 hommes, Payne et Milbank. Un charron nommé Smith les croise un peu après l'attaque, dans la rue même où vivent les Haslop. Milbank porte un chapeau blanc et une veste en toile blanche, ce qui correspond plus ou moins à la description que Jane donnera de Jack. Plus tard dans la même soirée, alors qu'il passe devant un pub du quartier, le Morgan Arms, qui existe encore et qui fait d'excellents burgers, les 2 hommes reconnaissent Smith et le sortent du bar pour venir le menacer. Ils commencent par lui prendre sa roue. Oui, un charron, c'est la personne qui fabrique les roues à l'époque pour les fiacres et compagnie. Donc imaginez-le se baladant avec une grosse roue sur le dos dans notre histoire. Donc ils lui prennent sa roue et ils lui demandent s'il a quelque chose à dire à Jack à ressort. Payne, qui est le plus calme des 2, finit par retenir Milbank et le ramener dans le pub où ils vont se cacher à l'étage. Smith, qui est évidemment pas content du tout, rentre dans le pub après eux et va voir le patron et il lui demande le nom de ses agresseurs. Du coup, c'est comme ça qu'il apprend que Milbank, c'est un homme du quartier, bien connu par le patron, qui vit juste en face du pub. Lee pense donc tenir son coupable, mais en enquêtant un peu plus dans le quartier, il tombe sur un autre témoin, un cordonnier appelé Richardson, qui affirme avoir croisé Milbank et Payne, mais aussi avoir vu un homme portant une longue cape, accompagné d'un petit garçon, et les 2 ricanaient sur le fait que Jack talons à ressort était dans la rue. Richardson est catégorique, Milbank et l'homme mystérieux étaient 2 personnes distinctes. Pour Lee, dans les 2 cas, il y a de quoi être méfiant. Haslop est la première attaque à être largement publiée dans la presse. Et le soir même de l'attaque, Jack talons à ressort n'est qu'une vague rumeur colportée ici et là, surtout dans le sud de Londres. Donc quelqu'un qui se fait passer pour lui ou qui fait allusion à Jack talons à ressort soulève forcément des soupçons. Mais le coup de grâce à la théorie de Lee, qui pense que Milbank est coupable, est portée par Jane Haslop elle-même. Elle ne reconnaît absolument pas Milbank, qui est selon elle plus vieux, plus petit et plus gros que Jack. En plus, elle insiste que son agresseur était sobre et ne sentait absolument pas l'alcool, alors que d'après tous ceux qui l'ont croisé ce soir-là, Thomas Milbank était pété comme un coin.
Alors avec tous ces témoignages contradictoires, Lee n'a pas assez de preuves pour porter l'affaire devant un juge, et son enquête n'ira jamais plus loin. Après ces 3 attaques, Jack se fait plus discret. À Londres en tout cas. Car ailleurs dans le pays, pendant toutes les années 1840, les journaux locaux commencent à rapporter ses apparitions. On l'aurait vu à Southend, attaquer une jeune fille sur la falaise, ou encore dans le Surrey, terrifiant un ado. Puis, il quitte la région de Londres. En 1841, il attaque une jeune fille pour lui couper une mèche de cheveux à Bristol. Il est même capturé dans le Suffolk, placé en cellule avant de se volatiliser. Selon le journal local, il se serait transformé en esprit grâce à un procédé chimique. On sent bien que le milieu du 19e siècle n'est pas hyper familier avec les possibilités offertes par la science. À Brentford, en 1845, un boucher, Richard Bradford, se retrouve devant le juge, soupçonné d'avoir imité Jack Talon à ressort dans le but d'effrayer des jeunes femmes. Il expliquera que, bien au contraire, il se déguisait en femme dans le but d'attirer Jack et de le capturer. Le juge, pensant sûrement que la situation dépassait son domaine de compétence, se contentera de le réprimander. Mais dans l'ensemble, les apparitions de Jack se font de plus en plus rares, et n'adviennent que très rarement à Londres, le plus souvent pour désigner un farceur. En 1860, Jack a entièrement disparu. Dans l'inconscient collectif, le coupable était probablement le marquis de Waterford. Ceci dit, cette théorie est un peu fumeuse. Même si la réputation de l'aristocrate est toujours aussi sulfureuse, son mariage en 1842 l'a bien calmé. Et il est parti s'installer en Irlande pour vivre une vie paisible. Il décède dans un accident équestre en 1859. Cela signifie que même si le marquis aurait pu théoriquement être responsable des premières attaques, il n'a rien à voir avec les plus récentes. En plus, il n'y a aucune preuve indiquant qu'il est Jack, à part sa mauvaise réputation. Alors que Jack ne semble plus être qu'un vague souvenir vieux de 20 ans, les années 1860 vont marquer le début de la deuxième vie de Jack, celle du personnage de fiction. C'est le théâtre qui sera le premier à voir le potentiel de Jack Talon à ressort en tant que héros. En 1863, au Grayson Theatre à Londres débute une pièce ayant pour héros Jack. 5 ans plus tard, une nouvelle pièce rencontrera le succès, titrée Jack Talon à ressort, la terreur de Londres. Dans la presse, et en particulier dans les Penny Dreadfuls, ces magazines à sensation très peu chers destinés aux enfants de la classe ouvrière, on le retrouve aussi. Les Penny Dreadfuls avaient pour habitude de publier des fictions très librement basées sur des faits divers et de broder jusqu'à ce que les lecteurs se lassent. Très souvent, comme dans le cas de Jack, des personnages franchement antipathiques se retrouvaient mis en scène comme des Robins des Bois modernes. Jack se retrouve ainsi accoutré d'une cape réversible, avec un grand W sur le torse, un masque et des gants, et en une de ces magazines, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler les comics et les super-héros qu'on verra un siècle plus tard, lus par les mêmes petits garçons. Sans surprise, alors que Jack refait son apparition dans les médias, on recommence à l'apercevoir de nouveau. D'abord, un fantôme à Peckham fait parler de lui. Mais oui, Peckham, le village d'où écrivait l'auteur de la lettre au Lord Mayor. Les gens commencent à se demander si ce fantôme n'est pas Jack, qui retourne aux sources du coup. Mais au printemps 1877, Jack décide de frapper fort et fait un retour en fanfare dans les journaux, décidant de s'en prendre à l'armée de la reine, rien que ça. Le Times révèle qu'il sévit depuis des semaines dans la base d'Aldershot, où il attaque des gardes isolés pendant leur ronde, en leur sautant dessus, les giflant, ou encore en leur caressant le visage avant de bondir hors de portée. Pour motiver les soldats terrifiés, l'administration de la base les fait maintenant travailler en binôme et met à leur disposition des balles réelles pour se défendre du monstre. Sans succès. Après une nouvelle attaque, les soldats, probablement terrifiés, rapporteront que les balles n'auraient aucun effet sur Jack Talon à ressort. Évidemment, ces nouvelles apparitions sont du pain béni pour les Penny Dreadfuls et les publications ayant pour héros Jack se multiplient. Des séries de plusieurs dizaines d'épisodes sont publiées, on le met en couverture pour vendre plus de copies, il est partout.
L'année suivante, à la base d'Aldershot toujours, il revient. Encore une fois, on lui tire dessus sans jamais le blesser, et personne ne parvient à le capturer. Les journaux commencent à faire des suppositions. Et si ce Jack n'était autre qu'un officier de la base? Cette théorie porte jusqu'aux oreilles de l'armée, qui ordonne aux soldats de ne plus tirer sur le fantôme. Enfin, en décembre, un soldat lui embroche la jambe sur sa baïonnette et révèle qu'en effet le farceur était un officier subalterne. Aldershot est la dernière histoire marquante que l'on tient de Jack Talon à ressort. Après ça, il continuera de faire des apparitions de temps en temps un peu partout dans le pays. Dans les années 1880, on le croise à Windsor, ou beaucoup au Pays de Galles aussi. Mais peu à peu, il disparaît. Même dans les fictions le concernant, on ne parle plus de ses aventures, mais des efforts pour démasquer un imposteur qui l'utilise en déguisement. Comme Scooby-Doo en fait. Puis, en 1888, la presse nationale a les yeux rivés sur Whitechapel pour rapporter les crimes de son homonyme, bien moins grotesque, Jack l'Éventreur. Celui-ci chassera Jack Talon à ressort des journaux pendant les années qui viennent. Par la suite, Jack Talon à ressort est surtout mentionné comme un personnage emblématique des Penny Dreadfuls, surtout à l'heure où l'influence néfaste de celle-ci sur la jeunesse est débattue. Sa légende aura quelques soubresauts au XXe siècle, et on l'aperçoit pour la dernière fois en 1937. L'année suivante, en 1938, de l'autre côté de l'Atlantique, les habitants de Cape Cod, dans le Massachusetts, rapportent l'apparition d'une créature inquiétante, qu'ils appellent le Black Flash. Ce personnage est grand, habillé tout de noir, avec des grands yeux rouges. Il aurait attaqué un adolescent, et on dit même qu'il aurait craché des flammes avant de s'échapper dans l'obscurité, dans un bond de plusieurs mètres de haut. Voilà, donc c'était l'histoire de Jack Talon à ressort que personnellement je trouve absolument fantastique. Je me souviens de la première fois que je l'ai entendu et j'ai vraiment eu l'impression que mon cerveau explosait, quoi. J'étais en waouh. C'est fou que j'ai jamais entendu cette histoire. Euh, Parce que bon, déjà c'est j'aime bien je trouve que le personnage est assez grotesque pour faire une histoire qui est pas trop sombre, etc. Enfin, c'est pas Jack l'Éventreur quand même. Même si je pense qu'il y a des aspects un petit peu sombres, que je vais en parler un petit peu plus tard, mais ça reste quand même. C'est drôle. C'est par exemple le boucher qui se déguise en femme parce qu'il veut faire l'appât. Le garçon, là, James Painter, qui se fait arrêter parce qu'il a mis, il s'est mis un drap sur la tête, un masque, une fausse barbe, et il est allé terroriser. C'est sa proprio, c'est genre sa patronne, par exemple. Et surtout, si vous êtes intéressé, j'ai vraiment fait un énorme tri dans les apparitions parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup apparu. Et bon, après, j'allais pas faire une longue liste de villages qui apparemment a reçu Jack Talon en ressort en son sein. Mais je me suis beaucoup basée sur un livre bon, qui n'a jamais été traduit, qui s'appelle The Legend of Spring Hill Jack, Victorian Urban Folklore and Popular Culture, par Carl Bell, qui est super intéressant si vous voulez vraiment lire un des livres les plus détaillés sur le sujet. Même un peu trop, hein. C'est très très dense, hein, je vous préviens. Mais du coup, l'aspect que je trouve personnellement un petit peu le plus sombre de la légende de Spring Hill Jack, de Jack Talon à ressort, c'est vraiment les premières attaques Jane Aslop et Lucy Scales. Surtout Jane Aslop, parce que vraiment, son témoignage en entier a été publié, il me semble, dans le Times ou quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est, enfin, je l'ai lu évidemment, et c'est très,
Enfin, c'est terrifiant vraiment hein, quand elle explique que elle s'est fait griffer, il lui a arraché les cheveux. Après, elle était à l'intérieur et il continuait de gratter à la porte. Enfin, franchement, ça fait très très peur. Enfin, il y a quand même des aspects de Spring Hill Jack qui sont moins grotesques, etc., que enfin, le côté un petit peu farceur qui apparaît dans les trois quarts des cas, en fait, hein. Donc du coup, une des questions principales, c'est qui était Jack Talon à ressort. Parce que même si il y a beaucoup de superstitions, de mythes, de légendes qui rentrent qui est un facteur dans cette histoire, quand même, enfin, il y a eu des attaques, il y a eu des gens qui ont été blessés. Enfin, par exemple, Jane Aslop, Lucy Scales et le valet. Personnellement, moi, je pense que c'est la même personne. Après, oui, les 12 000 cas partout en Angleterre et en Écosse et au Pays de Galles, je pense moins. Mais c'est vrai que les trois premiers cas, les flammes bleues, les yeux rouges, enfin, en plus la description qu'ils font tous, c'est très bizarre la manière dont il était habillé. Donc il avait une espèce de tenue en toile cirée, un petit peu comme les marins ont pour que l'eau glisse sur leurs vêtements un petit peu. Donc enfin, c'est pas quelque chose que les gens portaient tous les jours, je pense. Donc enfin moi je pense personnellement, évidemment, enfin on saura jamais à ce stade-là, hein, mais je pense personnellement que les trois premières attaques très bien documentées, Aslop, Scales et le valet Turner Street, je pense que c'est vraiment la même personne. Et pour le coup, je pense pas que c'était un farceur. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment la dimension peut-être un petit peu plus dark de cette histoire. C'est que, enfin, même les rumeurs en fait qui sont venues avant Jane Aslop, il y avait beaucoup de femmes qui disaient oui, enfin, il y a un monstre qui m'a attaqué, il s'est jeté sur moi, il m'a arraché les vêtements. Et bon, ah oui, de l'autre côté, il y avait des gens qui disaient oui, j'ai vu un ours, j'ai vu un diable, etc. Et bizarrement, c'est devenu la même créature, alors que bon, il y en a un quand même qui a l'air un petit peu plus tangible que l'autre, on va dire. Bref, du coup, qui sont nos suspects? Alors déjà, on a Waterford, le marquis fou, qui est en fait un coupable qui est plausible, dans le sens où si la personne qui a écrit la lettre, qui a un petit peu commencé toute l'affaire, a raison, euh, ça veut dire que c'était des aristos qui s'amusaient à aller enfin, à attaquer des femmes dans la rue, etc., parce qu'ils étaient sous, ce qui est probablement quelque chose que Waterford aurait fait, mais vraiment en regardant partout dans tous les sens, il n'y a absolument aucune preuve tangible, à part le fait que le mec avait une réputation absolument horrible, quoi, vraiment, c'était pas un type bien. Je sais que j'ai un peu utilisé l'humour pour parler de ces histoires, parce que bon, c'est un petit peu hallucinant, enfin, ces espèces de péripéties, mais enfin, c'était pas un bon gars. Donc il y a des gens qui sont persuadés que c'est lui. Il y a un auteur qui a écrit un livre pour présenter sa théorie. Mais pour moi, c'est un petit peu arrangé dans la même catégorie des gens qui pensaient que c'était le fils de Victoria qui était Jack l'Éventreur. Enfin, à part le fait que ça ferait une bonne histoire et que ça serait sensationnel, etc. Et le fait que, bon, bah oui, ils vivent dans la même ville, donc techniquement, c'est pas impossible. Mais enfin, c'est pas impossible du coup que l'intégralité des habitants de Londres soit Jack Talon à ressort non plus, hein. Ou Jack l'Éventreur d'ailleurs. Après, on a Thomas Milbank, le type qui allait menacer le charron en lui disant qu'est-ce que tu veux dire à Jack à ressort, etc. Euh, qui est pour moi le suspect le plus solide dans l'histoire. Parce que bon, le fait qu'il était en train de se vanter d'être Jack Talon à ressort le soir de l'attaque, alors que bon, il n'y avait rien qui avait été publié à part une vague rumeur, c'est quand même hyper suspect. Euh, le fait que, enfin, apparemment, il était habillé vraiment bizarrement aussi. Il se baladait dans la rue de Jane Aslop, c'est-à-dire il est vraiment sur les lieux, quoi. Et surtout que, bon, si on regarde la carte de l'époque, elle visait vraiment au milieu de nulle part, hein. Enfin, c'est pas les Champs-Élysées, hein. Donc, bon, déjà, le fait qu'il soit là, c'est un petit peu suspect. Et puis, bon, enfin, il est.
pour moi, c'est vraiment le suspect le plus solide. Par contre, c'est vrai que entre le cordonnier là qui a vu un autre type suspect encapuchonné euh, qui dit oui, non, mais c'était deux personnes différentes, euh, le fait que Jane Aslop ne l'ait pas reconnu aussi, bon, c'est vrai qu'en effet, il n'y avait pas grand-chose, il y avait pas grand-chose à faire en fait. Après, le truc de l'homme en capuche, qui serait un petit peu l'alternative à Thomas Milbank, qui aurait été vu aussi dans la rue de Jane Aslop ce soir-là, c'est quelque chose qui plus tard a été éclairci, parce qu'en fait, il y a un habitant du quartier qui s'est mis à mener sa petite enquête, après la police, etc., et qui a trouvé l'homme en capuche, qui a dit, ouais, ouais, c'était moi, j'avais une grande cape, et j'avais mon fils avec moi et tout, c'est moi, la longue silhouette en capuche avec un petit garçon qui marchait dans la rue, c'était moi. Et donc, du coup, soi-disant, on l'aurait entendu parler de Jack Talon à ressort quand il marchait dans la rue, mais bon, je sais pas, enfin, peut-être qu'il parlait à son fils, peut-être que quelqu'un a mal entendu, il y a plein de trucs, enfin, peut-être qu'il est innocent, peut-être que tout le monde est innocent dans cette histoire. Moi, je trouve que Thomas Milbank, quand même, il a un gros dossier sur lui. Le seul truc que, pour le coup, je trouve un petit peu louche, c'est qu'il y a en fait une seule personne, enfin tout le monde a vu Milbank, tout le monde l'a vu dans la rue, etc. Mais il y a une seule personne qui peut témoigner de l'avoir entendu dire qu'il était Jack Talon en ressort, de l'avoir vu être menaçant, etc. Et c'est le charron. Et le charron, clairement, bon, il l'aime pas Milbank, hein, si c'est et puis bon, c'est peut-être qu'ils ont une histoire, peut-être que enfin s'il lui a vraiment cassé sa roue, etc. J'imagine que ça prend des heures de faire une roue, donc peut-être qu'il était pas content et qu'il a un petit peu brodé pour le mettre dans la merde en fait. Je sais pas. On saura jamais, hein, donc c'est facile de faire des théories. Après, pour les motivations du principal Jack, en fait, celui qui a attaqué les trois premières personnes, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était des farces. Les trois quarts des gens, les trois quarts des Jack qu'on voit après partout dans le pays, etc., je pense que c'était vraiment des farces. Les fausses barbes, les bouchers, les trucs comme ça, je pense que c'était des farces. Après, moi, je pense qu'il y avait vraiment un mec un peu tordu qui se baladait et qui avait vraiment un dispositif pour faire des flammes bleues, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était peut-être un mec qui agressait sexuellement les femmes. Et en fait, parce qu'au final, et Scales et Aslop, surtout Aslop, elles sont sorties un petit peu de peu, tu vois. Il y a Jane Aslop, il y a sa sœur qui est venue la chercher, qui l'a ramenée dans la maison. D'ailleurs, heureusement qu'elle était là, hein. Lucy Scales, en fait, il a entendu le frère débouler et il est parti. Donc, il est possible qu'en fait, il y ait plein d'autres victimes qui n'aient jamais parlé, parce que, bon, on va pas se mentir, à l'époque victorienne, il y avait un énorme tabou là-dessus. Donc, je pense qu'il y avait très peu de chances que les femmes aillent au commissariat en disant oui, il y a Bidule qui m'a. Enfin, je me suis fait attaquer par un mec qui crachait des flammes bleues, quoi. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a un motif un petit peu plus dark, ou peut-être que c'était juste quelqu'un qui avait vraiment un sens de l'humour méchant, quoi. C'est vrai que des fois, quand je vois des vidéos YouTube de pranks horribles, je me dis, bon, il y a des gens, les farces, pour eux, le critère, c'est pas d'être drôle, quoi, c'est d'être cruel. Bref, en tout cas, je pensais que c'était une histoire intéressante à raconter, parce que, en fait, il est un petit peu entre tout, Jack Talon à ressort, il est à la fois vrai et faux, parce que c'est censé être un fantôme, mais il a quand même, enfin, il y a vraiment quelque chose qui a vraiment existé, on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas comment, mais c'est basé sur le réel, c'est pas juste une dame blanche. Euh, Enfin, on voit qu'il est bien influencé par le folklore des campagnes, comme je disais au tout début, les gens qui viennent des campagnes travailler dans Londres, ou les gens qui sont dans des endroits comme Peckham, qui était à la campagne il y a 30 ans, et qui se retrouvent absorbés par Londres d'un seul coup. Et du coup, les mythes urbains qu'on va retrouver dans des grandes villes comme Londres. Et je le trouve un petit peu, voilà, dans un espace un petit peu liminal entre plein de trucs, je le trouve assez intéressant. Et enfin, quelque chose qui est assez drôle avec Jack Talon à ressort, c'est que j'ai dit qu'on l'avait plus vu, ce qui est vrai, il n'y a pas
Il n'y a pas de témoignages qui disent ouais j'ai vu Jack Talon en ressort depuis 1937, mais on dirait qu'il revient toujours d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le Black Flash dans le Massachusetts, il a quand même beaucoup de points communs avec Jack Talon à ressort. Et surtout, en fait, il revient en fait périodiquement dans les médias, dans les histoires. Par exemple, il y a Philip Pullman, l'auteur des Royaumes du Nord, de Sally Lockhart, pour ceux qui les ont lus quand ils étaient petits. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Spring Hill Jack. Euh, et aussi, on m'a dit, alors j'essaie de le trouver, mais je l'ai toujours pas, j'arrive pas à l'avoir. J'ai qu'une Switch, donc j'attends qu'il sorte. Dans Assassin's Creed Syndicate, celui qui se passe dans le Londres victorien, apparemment, il est dedans. Il y a Jack Talon à ressort dedans. Donc voilà, si vous y avez joué, euh, venez m'envoyer un message sur Instagram pour me dire à quoi il ressemble, etc. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Je vais finir cet épisode sur une petite anecdote que j'ai trouvée dans la presse locale en faisant des recherches sur le podcast. En 2012, la famille Martin, qui était sortie le soir de la Saint-Valentin, donc c'est un couple et son fils, qui vivent à Banstead, dans le Surrey, si ça vous intéresse, prennent un taxi sur le chemin du retour. Et donc ils sont sur la route, et alors que donc, le chauffeur est en train de conduire, ils aperçoivent une silhouette en plein milieu de la route. Donc évidemment, le chauffeur panique, il s'apprête à faire une embardée pour l'éviter, etc. Et en fait, la silhouette sombre a bondi au-dessus d'un mur qui faisait 5 mètres de haut et a disparu. Et les 4 passagers de la voiture ont vu la scène et ils ne se l'expliquent pas, au point qu'ils ont appelé la police et pour leur raconter ce qui s'était passé. Et parce qu'ils étaient inquiets, ils se demandaient est-ce que c'est, je sais pas, un cambrioleur, enfin au milieu de la route, je sais pas trop ce qu'il ferait là, mais est-ce que c'est quelqu'un en danger, j'en sais rien. Et du coup, Mr. Martin, il avait fait une déclaration parce les journaux se sont retrouvés là-bas aussi. Je sais pas, il y avait pas grand-chose à dire ce jour-là, j'imagine. Et du coup, il a déclaré à la presse: Je suis une personne plutôt sensée et je n'ai jamais rien vu se déplacer aussi rapidement pour traverser une route sans même avoir l'air inquiet du fait qu'on fonçait sur lui. C'était beaucoup trop rapide. Voilà, ça c'était pour les gens qui sont un petit peu plus Mulder que Scully, qui ont envie de croire. Et, euh, je me suis dit, ça ferait peut-être plaisir aux gens qui aiment bien les légendes, etc., les monstres, et qui y croient un tout petit peu, de savoir qu'il y avait eu ce petit fait divers il y a 10 ans. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Blackbird Tales. Merci à vous de m'avoir écouté. Un grand merci à Oula Taylor Riley pour avoir créé la musique, l'ambiance sonore et les effets sonores du podcast. Tout ce que vous entendez à part ma voix, c'est elle. Blackbird Tales est un podcast dédié au mystère et au folklore. Donc si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous conseille de suivre le podcast ou de vous abonner en fonction de où vous m'écoutez, sur Spotify, sur Deezer, je ne sais pas. Si vous voulez être tenu au courant des nouveaux épisodes, mais aussi découvrir des images sur l'épisode d'aujourd'hui, comme les couvertures des Penny Dreadfuls, vous pouvez me suivre sur Instagram à @TheBlackbirdTales et même m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce podcast est tout nouveau, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos avis, vos critiques, vos retours, etc. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode qui sera fantomatique. Au revoir!